La Banque centrale européenne a récemment communiqué les résultats de son évaluation globale des bilans bancaires. Donc elle voulait procéder à un inventaire avant de prendre ses fonctions de superviseur des 130 plus grandes banques de la zone euro. Et lorsque les résultats ont été communiqués, c'est vrai qu'on a pu avoir l'impression au fond que tout allait plutôt bien désormais dans le secteur bancaire européen. Donc en gros, il s'agissait d'une part d'évaluer, de scruter les bilans des banques de la zone euro, et ensuite il s'agissait d'évaluer la capacité de résistance des bilans bancaires à un scénario macroéconomique dégradé, c'est-à-dire à un ralentissement prolongé de la croissance, au maintien d'un niveau élevé de chômage, à une baisse des prix de l'immobilier, etc. Donc il s'agissait d'évaluer la capacité de résistance des bilans bancaires à cela. Donc c'est ce qu'on appelle un stress test. Et pour réussir ce stress test, eh bien, les banques évaluées par la Banque centrale européenne devaient maintenir un niveau de fonds propres égal à 8% dans le cadre du scénario de base correspondant aux prévisions conjoncturelles de la Commission européenne, et devaient maintenir un niveau de fonds propres de 5,5% dans le cadre du scénario stressé. Quand la Banque centrale européenne a communiqué ses résultats, eh bien, elle nous a dit que 25 banques seulement avaient échoué au test, et comme les bilans avaient été arrêtés au 31 décembre 2013 et que depuis les banques, pour la plupart, avaient déjà fourni un effort de recapitalisation, en gros c'est juste une dizaine de banques évaluées qui ont dû présenter à la Banque centrale européenne un plan de recapitalisation. Donc tout le monde s'est dit sur cette base, eh bien, ça va plutôt bien, 10 banques qui échouent, et parmi ces banques, eh bien, des banques italiennes, mais parmi les 10 là, qui présentent un plan de recapitalisation, aucune banque française, aucune banque allemande, donc tout va bien. En fait, tout ne va pas si bien que ça, malheureusement. Pourquoi? Parce que si on scrute un peu les résultats communiqués par la Banque centrale européenne, eh bien, on se rend compte que la capitalisation des banques n'est pas si élevée que cela. La Banque centrale européenne a évalué le niveau de solvabilité des banques, c'est-à-dire leur capitalisation, à l'aide du ratio standard de solvabilité, c'est-à-dire en regardant la part des fonds propres en proportion des actifs pondérés par les risques. Mais ces actifs pondérés par les risques ne donnent pas une très bonne mesure en fait du poids des bilans bancaires, précisément parce que ce sont les banques qui elles-mêmes déterminent en bonne partie ces pondérations. Et si on regarde cette capitalisation en prenant les fonds propres en pourcentage du total des actifs, eh bien là, on constate qu'il y a de gros écarts par rapport au ratio standard de solvabilité. Alors c'est vrai pour BNP Paribas, c'est vrai pour la Deutsche Bank. Il y a des écarts énormes entre le ratio standard de solvabilité. Si on regarde le ratio standard de BNP Paribas, c'est un peu plus de 10%. Donc on se dit, bon, c'est au-delà du minimum réglementaire, tout va bien. Si on regarde son ratio de levier, eh bien c'est 3,6%. Donc c'est au-dessus de la recommandation bâloise en termes de ratio de levier. Mais concrètement, ça veut dire quand même 96,5% de dette au bilan de BNP Paribas. Donc ça veut dire en fait une structure financière très fragile, une capacité assez faible à faire face à des pertes en cas de problème. En termes de solvabilité, ça ne va pas si bien. Par ailleurs, la BCE n'a pas du tout regardé la capacité de résistance des banques en termes de liquidité. Elle n'a pas fait la différence entre les banques systémiques et les banques non systémiques. C'est-à-dire que tout le monde a été soumis au même stress. Alors que
Eh bien, quand on fait des stress tests aux États-Unis, par exemple, eh bien, on soumet les banques systémiques à des exigences de fonds propres plus fortes. C'est-à-dire qu'elles réussissent le stress test uniquement si elles arrivent à maintenir un niveau de solvabilité plus élevé que les autres. Donc bon, il ne faut pas surestimer du tout la portée de ces exercices de stress test. Il y a encore pas mal de problèmes de structure du secteur bancaire en Europe, il ne faut pas se le cacher. Et c'est dangereux en fait de nourrir un faux sentiment de sécurité. Le gros problème en Europe, c'est que les banques sont encore trop grosses. On ne sait pas si on arrivera à faire en sorte justement que ces grosses banques puissent tomber. Donc ça, c'est le gros sujet du moment qui a été rediscuté au dernier sommet du G20 à Brisbane. Alors ça a amené à discuter notamment une proposition formulée par le Conseil de stabilité financière, le Financial Stability Board, qui propose de redéfinir une capacité d'absorption des pertes spécifiques pour les banques systémiques. Il faudrait qu'elles aient, en fait, alors au-delà de leurs capitaux propres au sens strict, il faudrait qu'elles aient un capital au sens large, incluant des éléments de dette hybride qui permettraient aussi d'absorber les pertes en cas de problème, c'est-à-dire que les créanciers abandonneraient une partie de leurs créances. Donc il faudrait que tout cela représente au bilan des banques systémiques 16 à 20% des actifs pondéré par les risques, on bute toujours sur ce même aspect, c'est-à-dire que même si on progresse là dans les exigences réglementaires, on ne revient pas sur ce point qui est que systématiquement les exigences portent non pas sur le total du bilan, mais sur une petite fraction en fait du bilan, sur ces actifs pondérés par les risques avec des pondérations calculées par les banques elles-mêmes, donc en partie évidemment un peu manipulées par les banques elles-mêmes, sinon, si on veut le dire un peu plus pudiquement, optimisées par les banques. Donc ça, c'est un gros problème.